Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers Africains et France-Africains d'ailleurs, vous le saviez ou peut-être pas que le doute est dans mon existence. Que tout au long de mon existence, je suis toujours et je resterai toujours dans le doute. Parce que si je doute, donc je pense. Et si je pense, donc je suis. Le cogito, René Descartes. En réalité, le doute est lié à la raison. Si je doute, donc je suis raisonnable. Les raisonnements commencent par les doutes, différents des circuits cérébraux émotionnels. Je ne veux pas entrer en profondeur sur les neurosciences ou la psychologie, la psychanalyse ou la psychiatrie autre. Non. Si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Et j'ai un autre problème à moi qui va certainement gouverner mon existence, c'est tout simplement la recherche du consensus. Et mes amis depuis le pays, de toutes les tribus, même beaucoup de tribus d'éducateurs Denis Sassou Nguesso, ils me disaient toujours que tu étais un homme humble. En réalité, j'étais toujours dans le consensus. Je cherche toujours le consensus. Le consensus, c'est que vous êtes en présence de deux forces ou plusieurs forces. Comment trouver l'équilibre des forces pour qu'on avance comme la vie à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Parce que quand vous montez sur un vélo, et si vous ne pédalez pas, vous ne pouvez pas, vous allez mettre le pied par terre. Donc le consensus, c'est ça, comment je peux pédaler sans mettre le pied par terre. Et donc sur ce mode roues. Et donc vous comprenez le sens du consensus qui gouverne ma vie. Et partout où je suis passé, j'ai eu des gens qui ont compris ce consensus que je recherche. Et de l'autre côté, bon ben, les gens qui ne comprennent pas, ils croient que, voilà, en Afrique, souvent, la raison est au-dessous des émotions. Et ici, en Occident, ils savent bien que qui aille Tonga, que ce soit les services et tous les trucs, ils savent bien que c'est quelqu'un qui a sa liberté d'opinion, de penser, de réfléchir par rapport à ces situations, quelle est son histoire, pourquoi il est là. Et c'est que vous allez quelque part avoir en partie la, la réponse. Mesdames et messieurs. Donc, j'en résume sur l'introduction de la problématique de l'apogée néocoloniale qui j'ai introduit dans ce titre de la France-Afrique des dictateurs à celle des peuples et pourquoi et comment. Et donc, dans ce questionnement, que j'invite vous, individuellement et collectivement, sur différentes échelles, que ce soit à l'échelle congolaise, que la CEMAC, ou du bassin du Congo, ou d'Afrique de l'Ouest, dans la zone francophone, et n'oublions pas la France, et d'en tenir compte de cette réflexion qui est déjà politique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple du bassin du Congo, de la zone CEMAC, de la CEDEAO, peuple France-africain, peuple de France. Alors, comment et pourquoi passer de la France-Afrique des dictateurs à celle des peuples? Et j'en finirai et pourquoi faire, mesdames, messieurs. Pour commencer, je vais vous laisser avec, je dirais, 8 pensées majeures que je va ici introduire pour que vous puissiez nourrir le débat. Le but est de nourrir le débat. Et donc, dans la nourriture de ce débat, nous allons commencer déjà par la première pensée que j'ai pensée moi-même, qui est celle de Albert Einstein, physicien américain d'origine juive allemande, le père de la théorie de la relativité, celui qui a été même au cœur de la séparation de l'énergie et de la matière avec sa fameuse équation E égale mc carré. Vous connaissez des scientifiques, moi je suis scientifique, vous le savez très bien. Et donc, il avait pourtant dit ceci, qui n'a jamais commis d'erreur,
n'a jamais tenté d'innover. Et pourquoi? Parce qu'avec sa fameuse équation, E égale mc carré, il en a bavé pour en arriver à cette équation qui est universelle et immuable, puisqu'il a réussi cette équation différenciant la matière de l'énergie, les liens entre la matière et l'énergie. L'eau est à la fois énergie et matière. Et donc on peut additionner, vous comprenez? Donc qui n'a jamais commis d'erreur, n'a jamais tenté d'innover. Donc dans votre existence, vous devez prendre ça comme problématique. Mais qui ne cesse de commettre des erreurs, quand ça devient plus, bac plus 100, et là, il y a des soucis. Et donc, vous avez tout compris. Deuxième pensée, c'est que on apprend toujours des autres, en bon ou en mauvais. On apprend toujours des autres. De mon côté, d'apprendre des autres, je n'ai une pensée qui essaie d'Alain Mabankou, qui a fait le même lycée que moi. Le lycée Karl Marx à l'époque, le lycée Victor Ogayen, à Pointe-Noire, la ville océane, la deuxième ville du pays, la ville pétrolière du Congo-Brazzaville, qui fait de nous quatrième pays producteur de pétrole du continent africain. Et donc nous avons étudié dans ce lycée en même temps qu'Alain Mabankou. Celui-ci a bien dit ceci, qu'il faut que nous ayons la France-Afrique, ou non, la francophonie des peuples. Et pourquoi? Parce que déjà dans l'étonnant voyageur de 2013, où il était parti à Brazzaville pour faire les zones, donc nous sommes montés nous sommes montés en puissance quant à Lemamoko. Qu'est-ce que tu vas faire d'étonnant voyageur où Denis Sassou Nguesso a cessé de détruire le savoir et la connaissance, où le savoir et la connaissance, avant qu'il arrive au pouvoir, nous étions parmi les top premiers d'Afrique noire. Et aujourd'hui, nous sommes les derniers. Comment aller faire un truc où, en 79, nous étions les premiers, parmi les premiers d'Afrique noire, et des 40 ans après, et nous sommes aujourd'hui les derniers. En 2013, vous allez faire quoi? Les tenants voyageurs, la culture, le savoir, où il n'y a pas de bibliothèque, où il n'y a pas... Donc, on a multiplié les enfants. Et alors là, Alain Bamako nous avait traité de crétins. Et je ne pense qu'il s'en est ressaisi, puisque avec l'histoire, on dit, je préfère être un con qu'un imbécile. Parce que la différence, c'est quoi? Un con, c'est celui qui a tort ou a raison, peut changer d'avis, alors que l'imbécile, jamais. Il ne change jamais d'avis. Et donc, lui, il s'est dit que j'ai été con, puisque dans 100% des cas, on était dans la conographie, c'est la répartition géographique des cons dans le monde. Vous savez que dans toute race et couche sociale confondue, du clochard au milliardaire, la proportion des cons est la même partout. 99% des cons. Donc, il vaut mieux être traité de con que d'imbécile. Parce que l'imbécile, c'est celui qui a tort ou a raison, ne peut changer d'avis. Donc, chaque jour qui passe, il faut sans cesse déjouer la connerie des uns et des autres. Et donc, il était là, il a dit non, mais je me suis fait avoir, donc c'était un envers voyageur, et on me prépare pour me rendre dans ce rôle-là, de la France-Afrique d'éducateur ou de la francophonie d'éducateur. Et donc, il a dit non, je ne suis pas un imbécile. Et donc là, on a dit non, avec même le président Macron, non, pourquoi pas la France-Afrique ou la francophonie des peuples. Et il n'avait pas allé en profondeur sur la francophonie des peuples. Et donc là, que ce soit la francophonie des peuples ou la France-Afrique des peuples, j'en ai nourri le débat sur plusieurs vidéos depuis presque 5 ans déjà. Vous pouvez voir dans chaque vidéo, il y a des contenus sur la problématique. Mesdames, messieurs, peuple congolais, nous sommes au cœur de l'intellectualité ou de l'intellectualisme, c'est-à-dire un lettré libre et dégagé qui fait part de ses analyses, de ses points de vue, de ses opinions sur des points de vue ou des problématiques plus ou moins partagées. Je voulais tout dire qu'au cœur des enjeux ou des problématiques, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance, que je définis moi, ma liberté de conscience. Et donc la conscience est liée au raisonnement et à la connaissance de l'environnement, qui peut être injuste, insupportable et intolérable. Donc ça, c'est lié à toutes ces problématiques et ces enjeux. Et donc, je reviens à Alain Mabankou. Il avait introduit ce terme savant, que nous voulons la francophonie des peuples. Eh bien oui, j'ai dit non. Oui, francophonie des peuples. Et je l'ai dit non. Je l'ai ajouté, moi. C'est-à-dire la France-Afrique des peuples. Et donc, je suis allé voir le contenu de son pensée.
C'est-à-dire, la plupart ceux qui représentent l'Organisation internationale de la francophonie, qui est l'un des chevaux des droits de la France-Afrique d'éducateurs. Et donc, on s'est bien compris. Et donc, j'ai dit, non, mais écoutez, allez mettre Ali Bamako en 2017 et pour aller faire des trucs sur la francophonie pour l'élection de la Rwandaise, je ne sais pas quel est son nom, une sorte de Marie-Louise, propre. Et donc, nous étions rentrés en conscience réfractaire comme d'habitude. Mais je vous informe, vous, Congolais, Africains, regardez, nous sommes dans la liberté d'opinion, dans la liberté de pensée et d'expression, qui, d'ailleurs, est définie dans les cadres des droits de l'homme et du citoyen datant de la Révolution française. Et ces cadres-là, datant de 1793, définis dans son article 11, que vous avez le droit de parler, de publier, d'écrire et autres, sauf à respecter les conditions prévues par les lois et règlements en cours. Et donc, sur ce plan, donc, vous avez vu que je suis toujours là en vie, et je suis là, on dit non, mais tu contestes la France, et tu es réfugié en France, et tu vois venir. Non, on n'est pas dans l'animalité. Ici, on a franchi les barrières de l'animalité, on est au stade d'humanité ici. On n'est pas au stade il y a les lois, les règlements, et puis à voir que nous sommes dans une anthropologie humaine, et l'histoire humaine, ou la génétique humaine, ou le comportement humain n'est pas encore terminé. Nous sommes dans le sens de l'évolution. Je peux vous faire un cours de l'évolution de l'humanité, et sur le point de vue de l'humain, qu'on appelle l'anthropologie ou l'anthropophagie et tout compagnie. Donc, on est sauvé. Si, on a franchi déjà ces barrières. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, donc Alain Bamako introduisait déjà ce terme de francophonie des peuples. Et donc, j'en ai vu comme exemple, j'ai dit non, mais on apprend des autres. Donc, je l'ai pris là, je l'ai nourri les débats. Je pense qu'il serait au courant. Et Alain Bamako serait revenu il serait rentré en conscience réfractaire face à la France-Afrique d'éducateurs et même face à la francophonie d'éducateurs qui veut la transformer en francophonie des peuples. Et donc, sur ce plan, nous allons encore nourrir les débats jusqu'à la chute de Sassou Nguesso, qui est inévitable et inéluctable. Et de la venue de la francophonie des peuples et de la France-Afrique des peuples qui deviennent aussi inéluctables et inévitables. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans le contenu de ce débat, qui couvre simplement une partie de la réflexion sur des problématiques qui sont déjà en cours, des faits, des réalités et des conséquences et tout compagnie. Mesdames, Messieurs, la troisième pensée, c'est qu'elle vient de la reformulation de la pensée d'Aimé Césaire, parce qu'on apprend toujours des autres. Et donc, Aimé Césaire avait dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Bien sûr, historiquement, jusqu'à nos jours, c'est vrai, ça a été prouvé. Mais j'ai reformulé sa pensée. J'ai dit non, le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Et donc, nous voyons déjà les conséquences sont déjà d'actualité. Et les Français vont constater ça au fur et à mesure. Vous savez bien que le rapport du Sénat français de 2013 qui disait que si nous ne faisions pas attention, notre avenir, la France, est en Afrique. Est-ce que c'est l'avenir néocolonial ou de la transformation et autres? Donc, c'est tous les questionnements. Donc, on est dans les questionnements. Et à côté de ces questionnements, il faut poser des bases, des réflexions qui sont politiques, économiques, stratégiques et tout compagnie dans les sens d'évolution, que cette histoire humaine n'est pas encore terminée. Nous sommes qu'au début, puisque l'histoire de la France avec l'Afrique n'est qu'au début, puisque depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, il n'y a eu que des drames entre l'Afrique et la France. Et donc là, dans les transformations, historiquement, par rapport à ce qui s'est passé depuis Toutankhamon déjà, jusqu'à nos jours, on peut en faire beaucoup d'exemples sur l'évolution de ce peuple qui, comme on dit, chez nous on dit, la retourne. Donc les premiers seront les derniers, inversement. Donc vous avez tout compris. Donc il y a d'évolution, puisque la France, déjà à la fin de la Première Guerre mondiale, était la première puissance économique et militaire du monde. Et aujourd'hui, elle est où? Donc, vous imaginez. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça que vous allez apprendre au fur et à mesure de l'évolution des connaissances. Donc, je vous l'ai dit que si vous croyez que l'ignorance, l'éducation coûte cher, et c'est l'ignorance. Parce qu'elle fait partie de la pire des souffrances de l'individu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple africain, peuple du bassin du Congo, peuple de la zone CEMAC, au Gabon, Cameroun, Tchad, Centrafrique, peuple d'Afrique de l'Ouest,
Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, nous intègrent Burkinabé, oui, le pays de Thomas Sankara. Et nous sommes toujours là. Les Congolais ont toujours un lien indéfectible avec les Burkina Faso. Donc vous avez tout compris. Bon, mesdames, messieurs, alors, la quatrième pensée. La quatrième pensée, elle est fait partie d'un questionnement. C'est-à-dire, comment cela se fait-il qu'il n'y a que l'Afrique francophone qui regroupe 2 tiers des dictateurs du continent africain. Il n'y a qu'en Afrique francophone qu'on regroupe 2 tiers des dictateurs du continent africain. Ces dictateurs liberticides, antidémocratiques, antisociaux et criminogènes. Pourquoi il n'y a que ça là-bas? Comparé aux ex-pays colonisateurs. Pourquoi il n'y a que ça sur 14 pays d'Afrique francophone, noirs d'Afrique francophone, tous des dictateurs? Pseudo-démocratie, ce qu'on appelle démocrature, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie, plus dictature. Et donc, on se demande qu'est-ce qui se passe dans cette zone France-Afrique. Et donc, pour vous dire que cette zone France-Afrique, c'est 2 tiers des dictateurs. Oui, mais il y a un autre souci, le bassin du Congo. Par exemple, chez moi, au Congo, Gabon, Cameroun, Tchad, Centrafrique et autres, toute cette zone qu'on appelle la zone Afrique équatoriale, qu'on appelle la zone Afrique centrale, et autres. Là, il y a 100% des dictateurs. Ils sont tous francophones. Ils ont 140 ans de pouvoir. Ils sont 7. 140 ans de pouvoir. C'est-à-dire, si on additionne leur pouvoir, ils ont 140 ans de pouvoir. Et tous ces pays sont sous programme des Nations Unies, sous programme des FMI, sous programme de point. Donc, alors que les richesses de ce pays sont colossales. Et comment ça fait-il qu'ils sont dans la merde? On essaie de tuer, massacrer, briser. Les gens courent par-ci, par-là. C'est comme un acharnement. On a mis des néurotropicaux, on a mis celui qui vient de tuer un noir là. C'est comme s'il y avait 1 million comme ça qui tue les noirs comme ça. On cherche là, chaque fois il y a des noirs. Donc ça, c'est les gens là. On se demande qu'est-ce qui se passe entre la France et ces tyrans et ces autres là, dans un monde qui devient de plus en plus visible, hyper visible, et que les problèmes d'image, les problèmes des points communs vont certainement augmenter. Donc cette problématique, c'est un questionnement sur la France et ses ex-colonies. Et donc, il faut se dire que les questionnements, il faut d'abord demander au niveau des cellules de l'Élysée et de l'oligarchie politico-affairiste française, de la franc-maçonnerie française et surtout des partis politiques français, n'oublions pas, les multinationales françaises et qui, quelque part, en apparence, leur mentalité est restée quand même au temps de Toutankhamon, jusqu'à nos jours, par rapport à d'autres espaces européens qui, et même pendant le passage de l'euro, à l'arrivée de l'euro, même les pays nordiques disent, mais quoi, la France avec ta monnaie coloniale, là, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il tient, puisqu'il sait bien qu'il tient quelque chose là-bas. Mais il n'avait pas pris connaissance qu'à la fin du mur de Berlin, tout avait déjà changé. Et puis, l'arrivée d'Internet, le placement des centres de décision, que cette histoire qui n'est pas encore terminée risque de se retourner contre la France. La France est en danger, qui n'est pas que le danger avec l'Afrique, mais au-delà de les moyens de sa survie, déjà des problématiques des matières fissiles qui tuent le nucléaire, parce que nous sommes les pays les plus nucléarisés. Non, je parle de la France-Afrique, ou non, je parle de la France, les pays les plus nucléarisés d'Europe, avec ses centrales nucléaires et d'autres. Il y a beaucoup de choses qui sont passées, comment détenir ces trucs-là. Donc, il y a des enjeux majeurs. Donc, nous avons envoyé des lettres de rappel pour qu'on puisse repenser ces problématiques écologiques et de tous ces pour se transformant. Mais je vous dis qu'il y a beaucoup de soucis dans ce pays de France et qui, dans les années à venir, d'ici 2050, vous allez voir des bouleversements ici en France. Et donc, si vous ne prenez pas conscience qu'il y aura la montée en puissance des régimes d'extrême droite, et c'est bien beaucoup certains qui ont des liens avec l'Afrique, et notamment avec mon pays. Toute la résistance, par exemple, en France, et
l'Afrique est soutenue aussi par l'extrême droite aussi française et qui pense que bon, on peut se transformer aussi la francophonie des peuples, l'union des peuples et l'union européenne des peuples. Et donc tout ça, c'est une dynamique qui touche toutes les bornes politiques et des courants de pensée nationalistes ou souverainistes, autres. Donc on va dans les sens. Donc c'est l'union des souverainetés parce qu'on répare aux fondamentaux qui ont existé avant qu'on arrive même le siècle des Lumières, qu'on appelait le siècle des Lumières, en fait, c'était le siècle de la globalisation et de tout ce que nous connaissons comme conséquence. Donc, nous, ensemble, c'est comme un cerveau, un bon cerveau est universel. Une belle femme est universelle, un bon homme, un bel homme est universel, un beau truc est universel. Donc nous avons des grandes pensées qui se regroupent autour de tous les nationalistes et des francophonies, de tout ce que vous passez, des peuples. Donc on rentre dans des dynamiques nouvelles que vous allez voir tout au long de ce 21e siècle. Donc, il pourra certainement sauver aussi quelque part la France, mais il restera toujours son passif énorme et tout ça. Donc, il faut trouver des solutions de synthèse avec des commissions ad hoc, des réflexions, des groupes de parole, des choses comme ça. Mais ils sont tellement bornés en parce que les mêmes intellectuels, les mêmes cadres, les mêmes autres, ils réfléchissent entre eux, des gens qui sont dans la pensée unique, ils croient que c'est leur monde, mais ils sont français. Nous les savions quand on voit même ceux qui ont dit des grands professeurs agrégés de philosophie, de sciences politiques et de tout ce qu'on connaît, on se dit, non, non, il y a un souci. Il y a un souci avec ces voilà. Donc, si tu leur montres, il faut les laisser s'enfoncer dans leur monde. Mais la réalité est là, l'Afrique francophone est dans la merde, comparé à l'Afrique anglophone et d'autres Afriques qui ont été colonisées par les pays européens. Même s'il y a des anthropologies endogènes, mais on voit qu'il y a des soucis dans ce continent en ce qui concerne la zone France-Afrique. Vous avez compris. La cinquième pensée, c'est que, bon, Albert Einstein, on revient toujours à Albert Einstein, il avait dit que le point commun entre la bêtise humaine et l'univers, c'est que tous deux sont finis. Quoique Albert Einstein n'en avait pas acquis la certitude absolue en ce qui concernait l'univers. Mais pour la bêtise humaine, il en avait acquis la certitude absolue. C'est que c'est renouvelable, immuable. Ceci est d'ailleurs un cas de conscience. Parce qu'il y a dans conscience, il y a con et science. Et donc, vous pouvez voir, différent de l'imbécilité qui est d'imbécience. Quand on définit l'imbécience, c'est lié aux imbéciles, c'est-à-dire imbécience. Mais conscience, c'est au con. Et nous sommes 99% de cons. Est-ce que nous sommes conscients de notre connerie? Quoique, con ou imbécile, parfois, ça peut être pareil. Tout dépend de l'endroit ou du moment que tu rencontres. J'ai vu un gars aussi con ou imbécile, ou un gars intelligent, ou il devenait con ou imbécile. Ça dépend de l'endroit ou du moment que tu le rencontres. Quand les choses sont bien définies, on sait que voilà. Mais derrière, c'est toujours des conneries. Parce que la connerie humaine, que ce soit même l'imbécilité, est transmise par les chromosomes X. Vous savez que les chromosomes X, à 30 000, nous, humains, on a 30 000 gènes qui constituent l'humain. Mais dans ces gènes, nous avons beaucoup de nos soucis, de nous humains, et sont transmis par les chromosomes X, qui est porté par l'homme et aussi par les femmes. Tout dépend de la transmission. Comme on dit, l'intelligence est innée, l'instruction, ça s'apprend. Donc la connerie, elle peut être innée et aussi ça s'apprend. Il y a la bonne et la mauvaise connerie. Donc vous avez compris tout ça. Donc quand vous voyez ça, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Et avec ce pauvre gars-là, et que je dis, quelle merde, il s'est retrouvé là, quelle éducation, quel moyen, qu'est-ce qui s'est arrivé là, la famille et autres. Mais on se dit qu'on est encore de la connerie. Parce que lui, on en a fait un là, ou deux ou trois, quatre, cinq, 10 aux États-Unis. Mais nous là-bas, c'est 1000 hein, en Afrique, eux notamment au Congo. On essaie de massacrer, de tuer et autres. Donc on s'est dit que quand même, on est encore de la connerie. On est d'accord? Très bien. Mesdames, Messieurs. Et donc, sous le cas du racisme, la sixième pensée, il faut se dire que nous sommes là, au cœur des relations humaines. Que cette histoire du racisme qu'on a en Occident, et donc il faut se référer quelque part au livre de Ketia Beati Safou-Bouanga, une jeune Congolaise de 21 ans, avait écrit un livre, L'ennemi du noir. C'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité qui nuit gravement à l'évolution du continent noir.
Donc l'enjeu aussi est de respectabilité interraciale. Par exemple, les Noirs là, américains, ou que tu vois un passeport, on dit, bon, ben, ou ton pays d'identité, on voit un Noir africain, et s'il bute là-bas, il fait ça, il sait bien que l'Afrique nourrit les léons, l'Afrique est là, et il peut arriver un gars comme ça, des embrouilles aussi en Afrique. Parce que si on tue, c'est le monde de causes et de conséquences, rien ne se crée, rien ne se perd. On tue là-bas, on peut tuer là-bas. Donc l'Afrique, c'est ça. Les noms, quand on voit un nom, Monsieur Poipois, hein, on dit, on ne sait pas. Si on le fait, il meurt là-bas. Et ce qui fait qu'il y a des disparitions suspectes partout, partout en Afrique. Et donc, c'est parfois des règlements de compte que des gens qui ont fait du mal, on leur a fait du mal à leur famille en Asie, en Europe, en Asie, partout. Donc, c'est chaud comme ça. Vous allez là-bas, ah tiens, moi, je vais aussi faire des affaires en Afrique, je vais aller faire ceci, qui arrive, beaucoup de soucis là-bas, on ne sait pas. Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut prendre, ça que les origines, c'est très important. Mais l'enjeu n'est pas que des origines, mais le monde va aussi vers l'évolution, c'est-à-dire il faut avoir une part de philosophie. Que ce que les Noirs font entre eux, c'est pire que ce que le blanc fait contre les Noirs. Sinon, ça se saurait. Donc, il faut avoir une part de philosophie. Quand vous regardez un blanc, ils ont qui les niveaux des raisonnements, des consciences, des institutions autres. Il y a toujours des problèmes de l'autre, de ce que nous pouvons subir, mais il faut se dire que le racisme n'a pas encore augmenté, n'a jamais augmenté, elle est là. C'est comme la matière, à nu par nu aller, et c'est pour nous transformer. Mais vous savez que dans les principes d'entropie, la matière a toujours tendance à se déstructurer, à se désagréger, qu'on appelle les principes de l'entropie. Donc nous avons toujours des gens qui ont tendance à aller vers le... Voilà, donc il faut toujours les lois, l'éducation, plein de choses, parce que ça ne va pas s'arrêter. Il y a autant de criminels chez les Noirs que chez les Blancs, que chez les Asiatiques et autres. Donc on va faire par les faits spectaculaires avec les médias et les réseaux sociaux et tout le reste. On dit, ah tiens, c'est comme si ça augmente. Ça existait maintenant. Les racismes, la xénophobie, l'homophobie, tout ça, les inégalités, tout ça, et n'ont jamais augmenté. Parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Ils sont toujours là depuis la nuit des temps. Mais ils sont maintenant filmés. C'est à nous de comprendre. Vous avez compris. Donc, il n'y a rien. Vous avez compris. Bon, enfin, la huitième pensée, c'est qu'il faut se dire que le modèle économique et politique et tout compagnie de la France-Afrique est fini. Il est dans une impasse. Ce modèle ne subsiste pas par l'entretien des derniers pions, Néron et tout compagnie de la France-Afrique. Par exemple, moi je parle là en juin 2020, donc il y a Denis Sassou Nguesso qui est devenu peut-être le représentant ou ils ont donné un rôle France-Afrique de massacrer les Africains, de faire tout son jeu, qu'on lui donne des rôles. Il est congolais. Donc c'est lui qui a 40 ans de dictature. Il a pris même la place de Biya qui est plus haute. Donc c'est lui qui est maintenant devenu l'homme de notre époque et qui va faire, on lui donne des missions à la con au moment qu'il tue sa population, massacre, détruit son peuple, on lui donne aller faire homme de paix, les gens du monde entier, les pourris, les vendus, les criminels du monde entier, les mafieux et autres. Ils viennent là, oui, c'est bon, entre noirs, avec les noirs, pourquoi pas, puisqu'ils ne prennent pas les responsabilités. Donc, nous avions au XXIe siècle, en 2020, exactement au mois de juin, vous avez Sassou Nguesso, vous avez Paul Biya du Cameroun, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, vous avez Paul Biya du Cameroun, vous avez Idriss Déby du Tchad, vous avez Yadema du Togo, vous avez Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, vous avez Macky Sall du Sénégal, vous avez Ibeka, nouvellement arrivé du Mali, et vous avez... on peut en ajouter, il y en a plein, tout ça. Donc, vous voyez déjà ça qu'on dit l'ennemi des Noirs. Non, et les Noirs, l'enjeu de la respectabilité internationale. Et donc, vous avez compris. Mais non, huitième et dernier pensée, c'est qu'il faut changer de paradigme. Pour changer de paradigme, il faut aller sur la réalité. Que cette histoire de la France et de la France-Afrique est qu'à 10% de sa transformation. Mais d'ici la fin du siècle, et au début du 22e siècle, on en parlera peut-être plus de la même manière. Les technologies seront réformées, il y aura des évolutions des États, plein de trucs. L'Afrique, avec tous ces mélanges génétiques et sociétaux, et tous ces trucs, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer là-bas.
Et donc nous pourrons voir des bouleversements un peu qui seront peut-être antagonistes, complémentaires et synergies d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Nous sommes de l'évolution du monde parce que quand on voit historiquement, depuis l'esclavage au XVIe siècle, en passant par la fin du colonialisme au XIXe siècle, puis l'arrivée, la fin de l'esclavage au XIXe siècle, puis l'arrivée du colonialisme jusqu'aux années 60 en France et ailleurs. Et donc, maintenant, là, on est dans le colonialisme ou le néocolonialisme qui est aussi à l'apogée. Donc, il y a eu toujours des cycles. Quand je vois que, je vous dis, mettez-vous en tête pour ceux qui comprennent les sciences naturelles, puisque j'ai une maîtrise de sciences naturelles obtenue en France, bac SVT, vous appelez au lycée SVT, hein, maîtrise sciences naturelles. Donc, il faut voir du point de vue de l'évolution des espèces, de la vie, de la création, depuis 4,6 milliards d'années, la création de la Terre, puis l'arrivée de la vie, 1 milliard d'années après, et toutes ces évolutions jusqu'à les ères géologiques que vous connaissez, qu'on peut étudier, vous expliquer comment ça évolue, les planètes, les terres, la technologie des plaques, les Gondwana et tout, beaucoup de choses qui sont compliquées, l'affaire des dinosaures, les pétroles et tout comment, on peut vous expliquer techniquement, je peux vous expliquer ça. Maintenant, arrivé les civilisations, hein, depuis à la fin du Quaternaire et jusqu'à nos jours. Donc, il y aurait toujours bouleversement. Donc, l'histoire n'est pas encore finie. Donc, restez du côté du savoir. Et c'est le savoir qui va vous libérer. Et donc, en se libérant du savoir, vous pouvez transformer ce monde. Donc, c'est d'où l'enjeu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, alors, comment, pourquoi passer de la France-Afrique des dictateurs à celle de peuple? D'abord, moi je pense que sur ce plan, la France-Afrique a échoué. Dans 100% du cas, elle a échoué. On peut colmater, on peut faire là, elle a l'apogée, elle a fait. Les cas du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso et tous ces réseaux, ils ont tellement massacré, tué, brisé des vies et autres, comme s'ils avaient le monopole de ça. Donc il y a des haines, il y a des couteaux, il y a des plaintes et tout qui attendent au moment venu pour récupérer ces moyens de l'État. Donc on cherche à récupérer comme vous avez laissé votre bien ou votre vie ou quelque chose à un forcené, à un terroriste, à un truc comme ça qui cherche. Donc on cherche à récupérer ça. Donc voilà, donc c'est ça l'enjeu du Congo aujourd'hui. Et donc sur ce plan, la France-Afrique a échoué à 100%, comparé à ses ex-pays colonisateurs d'Afrique, comme le Portugal, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Belgique, et voilà, l'Allemagne. Donc ça, aujourd'hui, c'est la France qui est le dernier. Et pourtant, c'est lui qui continue à jouer aux gendarmes, aux Rambo et tout là-bas. On est d'accord? Très bien. Donc, moi, je pense que sur cette problématique, la France-Afrique a échoué. Parce que moi, je suis aussi une victime des France-Afrique. Parce que moi, personnellement, moi, j'ai payé mes études en faisant la pêche, la chasse et tout ça. J'étais comme un paysan entre l'école et la paysannerie. Donc, je suis dans le bassin du Congo, je suis comme, vous mettez de l'Amazonie, vous mettez là, quand je vois les trucs qui viennent montrer que nous, moi, je suis un enfant de la terre. Et c'est très respecté. Et il y a encore beaucoup de monde là-bas qui ont fait des enfants, petits-enfants et autres de mon âge, qui ont la cinquantaine. Donc, en Afrique, on a fait beaucoup. Hein. Donc, il y en a d'autres qui ont fait des études, sont des officiers, d'autres sont dans la vie, et autres, ils me connaissent parce que leur exemple, c'est moi. Et donc, ils savent bien que j'ai mené des expéditions de chasse, de pêche et autres pour payer les études ou faire l'agriculture, le collège, lycée. Et donc, moi, je suis un enfant du bassin du Congo, de la terre. Je défends une terre. Je serais peut-être, si ça il n'y avait pas cette France-Afrique et ça et tout ça, je serais aujourd'hui, si je rentrais ou autre, je serais comme un Pierre Rabhi, où je mettrais tous les gens qu'on va faire les techniques attends, la permaculture, on pourrait faire plein d'études écologiques du monde de demain. Puisque vous êtes en présence de quand même quelqu'un qui a vécu dans ces milieux, qui a étudié la science, qui a vécu dans les soucis, il a étudié les sciences de l'environnement, il a fait plein de temps, il vit depuis des années en Occident, et donc sur ce plan, il est le plus humble et autre. Donc, disons, comment laisser libre cours à des intelligences qu'on est là pour organiser et faire des trucs comme ça pour des synthèses de demain. Donc, tout est bloqué là-bas sur l'ensemble du continent à l'échelle francophone à cause de la France-Afrique. On est d'accord? Très bien. Donc, sur ce plan, la France-Afrique a échoué, hein, c'est des dictateurs a échoué.
Et même la francophonie des dictateurs a échoué parce que vous voyez le Congo qui était avant, voilà, donc qui est devenu au fond. Les niveaux d'ignorance, d'analphabétisme et autres, à tel niveau autre. Pourquoi faire encore la francophonie, l'union des... Attends, c'est un autre monde qui est en déphasage, c'est-à-dire la France et sa France-Afrique et ses francophonies parlent dans un angle comme ça, et les peuples sont là-bas. Donc, et leur monde, ils parlent comme dans le vide comme ça. Vous avez tout compris? Très bien. Alors, comment? Donc, le chèque est total de la France-Afrique des dictateurs ou des dictateurs. Maintenant, alors, comment passer de la France-Afrique des dictateurs à celle des peuples? Donc, sur ce plan, je pense que il faut tenir compte déjà des expériences passées. Ah, c'est ce qui s'est passé déjà. L'Allemagne, à la fin de la Première Guerre mondiale, avait perdu ses colonies. Mais depuis, malgré la Deuxième Guerre mondiale, elle est toujours la première puissance économique durant le quatrième du monde. Et comment fait-il sans monnaie coloniale, ni base militaire, ni ingérence sur la volonté politique de ces gens là-bas, ni tuer les présidents et tout compagnie, les intellectuels, les mettre dans les conditions de haute. Non. Même à l'échelle africaine, même sur son propre territoire, à les menacer et autres. Donc, sur combien de temps on va encore durer comme ça? Donc, c'est tout le questionnement. Dire non, l'Allemagne, c'est un cas d'école. On peut aller voir les côtés de la Grande-Bretagne, voir toute l'Afrique anglophone. Comment ça se passe là-bas? Les pays les plus dynamiques en termes de respect des fondamentaux des règles économiques, financières, du business et tout compagnie sont tous anglophones. Mais qu'est-ce qui fait donc que nous, il y a un problème? Et regardez le Portugal avec l'Angola, le Mozambique et même la Côte d'Ivoire. Excusez-moi, cher Ivoirien. Le Mozambique, l'Angola et le Cap-Vert, et n'oublions pas les autres, Guinée-Bissau ou autres. Mais attends, comparé à... Non, il n'y a pas... J'ai pas vu ingérence portugaise sur le choix des présidents de ces pays-là. Non, ni l'Angleterre d'ailleurs. Ni peut-être la Belgique fait le double jeu avec la France, puisque la Belgique, c'est comme un cerveau qui est placé sur la tête de la France. Vous avez tout compris? Et donc là, la Belgique et la France font les doubles jeux, mais qui va se retourner contre eux-mêmes. Et donc, sur ce plan, il faut se dire que nous avions ce souci seulement avec la France et la Belgique, en Afrique, aujourd'hui. En tenant compte de l'échelle européenne. Sinon les autres, non. L'Italie n'a cessé de dire non, la France, décolonisez-vous. Faites quelque chose. Non, l'Italie a eu ses colonies. Il n'a jamais été, non, il dit décoloniser, ça c'est l'immigration qui arrive là, c'est nous. Donc vous allez faire monter en puissance d'extrême droite et des plaintes et tout comme ça, mais tant mieux, puisque si ça fait partie des bouleversements. Et donc nous sommes dans cette dynamique de repenser ces zones. Mesdames, Messieurs, donc en tenant compte de ces problématiques-là, donc on peut se dire déjà qu'il y a eu des exemples qui sont là d'actualité. Est-ce que la France peut-elle s'inspirer de ces exemples-là? C'est transformé déjà, les problèmes d'ingérence politique. Est-ce qu'on va continuer comme ça, que joue au Rambo, joue à ça jusqu'à combien de temps, puisque la France, même en termes d'image, en termes de plein de choses qui va se retourner, parce que je dis que le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Comme disait Aimé Césaire, que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Mais j'ai reformulé sa pensée. Et donc, les faits sont là, sont en train de se prouver au fur et à mesure, puisque tous les indicateurs macroéconomiques, géostratégiques, diplomatiques et tout compagnie de la France, avec ses ex-conditions, deviennent tous au rouge ou problématiques, potentiellement, structurellement. Alors que l'évolution du monde et de tous ces connaissances, ces savoirs et autres ne vont plus. Il faut voir que l'Afrique de 1960 ou de 90 ou de 2000 n'est plus celle d'aujourd'hui, puisque les gens sont éveillés, ils apprennent beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont là, qui trouvent des stratégies. Et donc le monde est là. Vous êtes venus nous trouver. On n'est pas venu vous trouver. Non. Vous êtes allés nous trouver là-bas. Donc assumez votre responsabilité qui les impacte aujourd'hui. Mais nous n'est pas venu vous trouver. On est venu que les conséquences. Ce n'est que les conséquences. Quand on traite une maladie, eh oui, il faut voir, il faut aller voir les causes, il ne faut pas les symptômes. Non. C'est que même, comment on l'appelle, Pasteur l'avait très bien compris. Même Robert Koch,
hein, puisqu'il y a eu une guerre entre l'immunologie et la microbiologie, entre Koch et Pasteur, à la fin du 19e siècle. Koch, c'est celui qui a mis sur les bassins des Koch la tuberculose, et Pasteur, oui, Pasteur était plus dirigé vers l'immunologie et Koch c'était vers la microbiologie. Hein. Donc tout ça, il y a eu quelque chose de complémentaire de cette guerre qui s'est passée entre deux. Mais cette guerre a produit beaucoup de choses en ce qui concerne l'immunologie et la biologie microbienne, et dont les conséquences positives sont d'actualité. Mais, je vous dis sincèrement, nous aussi, la France doit se tenir compte qu'au sein de l'Union européenne, au sein du monde, on ne veut plus laisser cette France-Afrique aux mains de la France qui ne peut pas assumer ses responsabilités, parce que demain, après ce Covid-19, les gens aussi ont envie d'investir là-bas en Afrique. Mais comment aller investir dans un pays ou dans un continent où la France capte 80% de leurs ressources financières? Donc ça allait travailler pour la France. Donc ça ne passe plus. Et donc il faut trouver des mécanismes de sortie dans ces situations stratégiques et dans le temps qu'il ne faut pas que ça arrive comme ça. Donc il faut anticiper, gouverner, c'est anticiper. Donc nous vous lançons les lettres, les rappels, les vidéos, les rappels. Alors, comment s'en sortir de ça? Pourquoi faire de cette problématique? La problématique, comme je vous dis, qu'il faut débloquer les sources des blocages et trouver des commissions ad hoc ou des choses comme ça qui peuvent aller à l'échelle justement des bipartis ou la CEMAC ou la CEDEAO, les sombres. Comment, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on peut faire comparer à ce qui s'est passé aux d'autres blocs francophones et d'autres blocs anglophones, lysophones, hispaniques, italiennes, germaniques en Afrique? Mais qu'ici, vous allez vous bouffer entre eux parce que chacun cherche à avoir sa part d'histoire aussi en Afrique, puisque le monde devient de plus en plus global. Et donc, dans cette standardisation, il va arriver des mécanismes complexes dans le sens de retour de la contre-standardisation des cultures, des sociétés et autres. Donc, nous sommes là dans cette dynamique et il faut se dire que la révolution Internet va certainement donner un coup de fouet à la France-Afrique d'éducateurs et qui est déjà en cours s'il ne peut pas conscient de leurs responsabilités historiques et aussi d'actualité. Donc, nous invitons la France et tous ces cellules et autres, regardez bien l'histoire de votre évolution. Depuis déjà la Révolution française jusqu'à nos jours, en tenant compte de votre rang mondial, de votre influence avec l'Afrique et tout compagnie jusqu'à aujourd'hui. Et voir que vous avez encore beaucoup de soucis à se faire, puisque vous avez encore des dom-toms, des territoires d'outre-mer, vous avez encore beaucoup de choses, et quels moyens, et comment vous allez faire ce rang mondial quand vous n'aurez plus les moyens pour soutenir ces dom-toms, les départements d'outre-mer, les colonies, et tout compagnie. Donc, c'est pas donc, alors que vous avez beaucoup plus d'ennemis qui cherchent à déchiqueter cet ensemble-là, que non, arrêtez. On ne va pas continuer à se faire comme ça. Donc, où ces problématiques touchent majoritairement la communauté noire, des parlements, que ce soit les Antilles, que ce soit dans l'océan Indien, que ce soit en Afrique, et que ce soit autre. Donc, vous avez tout compris. Donc, ça nous de se transformer pour se transformer. Donc, la chute des dictateurs, nous sommes à l'apogée du néocolonialisme français, et qui subsiste pour l'instant grâce à ces derniers pions de la France-Afrique et qui sont à bout de souffle parce que nous sommes dans le suicide collectif entre la France et ses ex-colonies en Afrique, puisque plus rien ne marche là-bas et que tout est dans le statu quo. Si elle n'anticipe pas, ne pense pas à nos problématiques et que nous devons penser à mettre des outils d'aide à la décision, des outils de transformation et mettre des commissions ad hoc et plein de trucs qui seront dans les commissions secrètes pour qu'on puisse mettre un cadre de réforme de ce qui s'est passé en 1960 qui n'est plus d'actualité puisque tout a changé. Et si vous continuez à se maintenir là, donc c'est la suicide, c'est tant pis. L'Afrique a tout perdu, n'a plus rien à perdre. C'est vous qui avez tout à perdre ici, puisque vous avez des enjeux, des droits fondamentaux, des droits sociaux, des plein de choses comme ça qui vont certainement surtout. Il faut des moyens, il faut des finances, il faut tout. Mais là, vous allez vous retrouver dans des situations où les situations vont engendrer des crises majeures en Afrique pour s'en sortir de ces cas de crise France-Afrique. Et donc, il faudra des moyens, mettre vos bases militaires et aller faire là-bas. Ce sera des pièges pour qu'on soit décolonisé totalement de la France-Afrique. Donc, l'idée de la France-Afrique
des peuples et de la France-Afrique ou de la francophonie des peuples est une innovation. Et que nous devons aller vers là pour nourrir le débat sur cette transformation. En tenant compte des idéaux déjà de ce qui s'est passé pour les mouvements d'extrême droite ou autres sur la souveraineté des peuples. Donc il faut trouver des synthèses et trouver comment se transformer. Sinon on reste là, c'est fini. Vous allez perdre beaucoup ici en France. Et vous allez nous rappeler. Merci beaucoup.